Paxton Wallace, âgé de 31 ans, a été retrouvé brutalement assassiné dans sa propre maison. Et la police affirme que parmi toutes les personnes possibles, c'est son petit ami de longue date qui l'aurait tué. Il aurait lui-même appelé le 911, affirmant qu'il l'avait fait parce qu'elle était possédée. Ce suspect aurait un passé criminel soulevant de sérieux signaux d'alarme. Et sa famille pense maintenant que Paxton essayait peut-être de mettre fin à cette relation. Nous analyserons cette histoire tragique avec un avocat de la défense pénale expérimenté dans ce type d'affaires. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime. Je suis Jesse Weber. Cette affaire qui se déroule à Phoenix est l'une de ces tragédies qui vous glacent d'effroi. Paxton Wallace, 31 ans, a été retrouvé tué chez elle, apparemment par son compagnon de longue date. Une personne accueillie par sa famille pendant les fêtes en qui ils avaient confiance. Selon la police, son petit ami, Jeffrey Rayal, âgé de 47 ans, a appelé le 911 avant l'aube, affirmant non seulement qu'il avait tué Paxton, mais aussi qu'il l'avait fait parce qu'elle était, je cite, possédée. Au cœur de tout cela se trouve la question la plus troublante de cette affaire, dépassant largement le terme « possédé ». Que se passait-il vraiment derrière des portes closes les mois ou années avant cette nuit? Voici l'affaire. Paxton Wallace vivait à Phoenix. Selon sa famille, elle était cette présence chaleureuse et stable dans leur vie, quelqu'un qui aimait sa foi, qui l'aimait. 2 chiens. Elle prenait toujours le temps de partager le petit déjeuner du dimanche avec les personnes qui lui étaient proches. Mais elle avait été dans une relation de longue durée avec un homme nommé Jeffrey Rayal, quelqu'un que sa famille pensait vraiment connaître. Selon leurs propos à la famille AZ, ils passèrent les fêtes avec lui et lui ont ouvert leur maison. Ils avaient tout ce temps, tous ces souvenirs avec ce gars. Et même s'il y avait des choses dans son passé qui ont certainement soulevé des questions plus tard. Nous aborderons cette partie séparément car il y a beaucoup à dire. La famille dit que rien ne leur avait jamais semblé dangereux. Pas de façon à laisser penser qu'une telle chose pouvait arriver. Avant la mort de Paxton, rien de visible n'annonçait ce qui allait arriver. Avec le recul, la famille pense que certains aspects de cette relation devraient être examinés de plus près. Et nous allons analyser quels sont ces moments. Mais ensuite, on arrive au matin du 7 novembre, c'est un vendredi, et tout vole en éclats, tout change. D'après un communiqué de la police de Phoenix, vers 3h40 du matin, la police affirme avoir reçu un appel de Jeffrey Rayal lui-même, et il aurait déclaré à l'opérateur qu'il avait tué Paxton. Il ajoute alors une affirmation qui fait basculer l'affaire dans une direction troublante, presque irréelle. Il aurait déclaré qu'il l'avait fait parce qu'elle était, je cite, possédée. À leur arrivée, les policiers trouvent une scène chaotique et horrible. Selon les dossiers judiciaires consultés par la famille AZ, Jeffrey Rayal est toujours là. Il tient un marteau et une croix à l'intérieur de la maison. La police trouve Paxton mort. Et c'est la partie qui est particulièrement troublante. La gravité de ses blessures. Tellement grave qu'elle est méconnaissable. C'est ce que disent les rapports. Il y a une tronçonneuse dans la cuisine et cette tronçonneuse était apparemment couverte de sang, de cheveux et de matière biologique. Rayal a été arrêté, d'abord conduit à l'hôpital, puis placé en détention. Accusé de meurtre, au premier degré, il est détenu sous caution d'1 million de dollars. Nous allons aborder son affaire criminelle. Il est présumé innocent. Quelles preuves existent contre lui? Nous en discuterons. En attendant, la famille de Paxton qui préparait Thanksgiving, la fête préférée de Paxton selon eux, d'un point de vue humain. Il se retrouve soudainement à devoir organiser ses funérailles à la place. Très bien, avant d'aller plus loin dans cette affaire, je voulais faire intervenir quelqu'un qui puisse vraiment nous expliquer ce que cela signifie juridiquement et pour l'enquête. Beaucoup à analyser, ici je veux donc le faire revenir, l'avocat Eric Fatis. Merci Eric pour votre temps. Avant même que nous entrions dans cette affaire en particulier, pouvez-vous expliquer comment vous savez, en tant que personne qui a été des deux côtés l'accusation et la défense? On a tendance à juger ce type d'affaire dès la première écoute, car il est difficile de rester objectif. Il y a l'aspect humain et la brutalité de l'affaire. Vous avez un accusé, oui, qui est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Mais comment aborde-t-on une affaire comme celle-ci au départ? Oh là là, il y a des allégations glaçantes dans cette affaire, Jesse. Du point de vue du procureur, le premier contact concerne la famille de la victime. Vous découvrirez comment cela les a affectés et peut-être l'historique de leur relation. Vous savez, du côté de la défense, il faut essayer d'avoir une analyse juridique détachée et objective. Vous devez explorer quelles pistes vous pourriez suivre malgré la nature atroce des faits allégués.
Avec votre expérience en affaires de victimes spéciales et violences domestiques, est-ce que c'est quelque chose, les allégations actuellement, est-ce que cela vous paraît sortir de l'ordinaire? Ou avez-vous déjà vu, vous savez, des scènes de crimes brutales comme celle-ci auparavant? Et encore une fois, nous parlerons des défenses potentielles possibles. J'essaie, malheureusement, d'après mon expérience, il est courant que les relations de violence domestique, plus que presque toute autre relation, aient un potentiel de létalité. Parfois, cela tourne mal et mène à des situations horribles, comme ici. C'est vraiment, malheureusement, un schéma qui peut parfois se répéter dans les communautés et qui n'est pas très bien pris en charge par le système judiciaire. Et il y a une tendance à la hausse récemment, ce qui est inquiétant. Un aspect particulièrement glaçant de cette affaire est que, si les allégations sont vraies, la famille est choquée. Il y a ce sentiment que nous connaissions ce type depuis des années. Nous n'avions aucune idée qu'une personne comme lui serait capable de faire ça. Encore une fois, en supposant qu'il l'ait vraiment fait. J'ai déjà vu cela dans de nombreuses affaires, qu'il s'agisse de violences domestiques, de meurtres ou autres. Mais surtout dans les affaires de violences domestiques. Il y a cette idée qu'il existe peut-être une image que le public voit, que la famille voit, que les amis voient, mais on ne sait pas ce qui se passe derrière des portes closes, ni qui est vraiment une personne. Oh, exactement. C'est pourquoi ces choses peuvent tant choquer les familles des victimes. Vous savez, la violence domestique, comme vous l'avez dit, ce n'est pas quelque chose qui arrive souvent au grand jour. Ça ne se passe pas devant une foule de témoins. Souvent, cela se passe à huis clos. C'est un enfer privé que certains de ces survivants et malheureusement des victimes présumées doivent endurer parfois pendant des années sans même que leurs proches ou amis les plus intimes ne s'en rendent compte. C'est une affaire très privée et sensible et les gens hésitent parfois à en parler. Puis-je vous parler de cet appel au 911? C'est étrange à plusieurs égards. Mais avoir un suspect qui aurait prétendument avoué au téléphone en pleine nuit, juste au petit matin, est-ce courant dans les affaires d'homicide? Ou ça va, du moins d'après mon expérience, ce n'est pas très courant. Vous savez, bien souvent, l'appel au 911 vient de la victime présumée, la personne qui subit une agression, des menaces ou pire. Oui, vous savez, ici, le coupable présumé ou l'auteur explique ce qu'il fait et pourquoi il le fait, je pense que c'est vraiment révélateur. Vous savez, cela atteint effectivement le niveau d'une confession présumée, ce qui est certainement problématique pour la défense. Maintenant, nous devons parler du fait qu'il aurait dit avoir fait cela parce qu'elle était possédée. Ma première pensée, c'est d'accord. On parle de la défense pour folie en Arizona, n'est-ce pas, Adek? Où une personne pourrait être reconnue coupable, sauf si elle est déclarée folle. Si, au moment de l'acte criminel, cette personne souffrait d'une maladie ou d'un trouble mental qui faisait qu'elle ne savait pas que l'acte criminel était mal. Donc d'abord, si c'est un exemple d'école de droit, vous dites « Oh là là, vous savez, ils ont tué quelqu'un en pensant qu'ils étaient ainsi possédés, en pensant qu'ils ne devaient pas être dans leur état normal. » Mais appeler le 911, cela vous indiquerait quelque chose, n'est-ce pas? Ils savaient que ce qu'ils faisaient était illégal et mal. Ou alors, est-ce moi qui me trompe? Ou bien un avocat de la défense pénale va-t-il s'en saisir? Non, je comprends. Cet appel montre une certaine conscience de culpabilité. Pourquoi impliquer la police si tu n'as rien fait de mal et que tu essaies juste de sauver cette personne d'une possession démoniaque? L'appel à la police indique qu'il a compris le caractère répréhensible de son acte. Tu observes ensuite ces diverses armes retrouvées sur place. Il y a d'autres objets comme une croix et ces choses-là, le marteau, la tronçonneuse, tout cela ensemble montre que c'est le cas. Donc, il y a une certaine réflexion derrière tout ça, il y a une certaine planification derrière tout ça, et cela va à l'encontre de l'argument selon lequel l'accusé n'était pas coupable pour cause de folie. Comment testent-ils cela et savent-ils que ce n'est pas normal? Ce n'est pas un accusé au sens pénal à ce moment-là, qu'il soit fou ou non, c'était au moment des faits. Comment savent-ils, au moment des faits, si quelqu'un était atteint d'une maladie ou d'un trouble mental qui l'empêchait de comprendre? Leurs actes sont-ils illégaux? Est-ce un conflit entre experts en santé mentale? S'agit-il de comprendre ce que les agents ont observé alors? Combien de temps ce trouble mental, cette affection mentale, peut-elle être prise en compte, vous voyez, dans la procédure? Encore une fois, quel est le critère? Oui, donc en général, Jesse Weber, la façon dont cela fonctionne, c'est que la défense explore la possibilité de plaider non coupable pour cause de folie. Ils feront passer à leurs clients une évaluation complète de santé mentale avec un professionnel formé à ce type d'analyse.
Le professionnel fait généralement un entretien approfondi avec l'accusé, lui demande ce qui s'est passé ce jour-là, ce qui s'est passé dans les jours et les semaines précédant les faits. Ils examinent les preuves sur les lieux, ils essaient de déterminer s'il y a un décalage entre ce que dit l'accusé et la réalité objective. Ils doivent aussi diagnostiquer une maladie ou un trouble mental. Ce ne peut pas être juste j'ai passé une mauvaise journée. Une crise de panique ou similaire. En général, cela doit être plus grave. Et ensuite, le ministère public aurait la possibilité de faire une évaluation, dont les conclusions diffèrent souvent de celles de l'évaluation de la défense. Étiez-vous surpris qu'il ait immédiatement été accusé de meurtre au premier degré? Je veux dire, d'après votre expérience, quels seraient les facteurs qui pousseraient les autorités, les procureurs, à aller immédiatement de l'avant avec cette accusation? D'habitude, il faut du temps pour comprendre ce qui s'est passé dans d'autres affaires. Mais meurtre au premier degré, qu'est-ce que cela signifie? Vous savez, une chose que cela m'indique, c'est que l'accusation prend cette affaire extrêmement au sérieux, qu'ils estiment dès ce stade avoir de quoi accuser d'homicide le plus grave, soit le meurtre au premier degré. Et qu'un problème potentiel, c'est qu'ils vont devoir prouver la préméditation, ils vont devoir prouver qu'il a agi après réflexion. Même avec un peu de planification, je pense que la défense pourrait avancer cet argument. Et c'était comme une crise psychotique qui s'est produite sur le coup, sans antécédent, comme l'a dit la famille. Donc, prouver la première accusation de meurtre avec préméditation et après délibération va être un obstacle. Je dirais, mis à part la nature brutale de cela. L'une des parties les plus difficiles de cette histoire, l'un des aspects les plus difficiles à comprendre, à saisir, et quelque chose qui n'est vraiment apparu qu'après la mort de Paxton, c'est encore une fois ce que sa famille pense maintenant qu'elle a pu traverser dans les semaines, les mois qui ont précédé tout cela. Parce qu'immédiatement après sa mort, sa sœur Alita et sa tante Tiffany, elles ont toutes les deux parlé à la famille Z du fait que Paxton semblait en réalité essayer de sortir de cette relation. Sa tante Tiffany a déclaré aux médias, je cite, « Elle essayait de s'en sortir, elle essayait de demander de l'aide. Il y a des refuges, il y a des endroits, mais il y a une liste d'attente, il y a une loterie, c'est un espoir d'y entrer. » Selon le New York Post. Alita a déclaré que Paxton, je cite, « essayait de sortir de la relation, mais craignait qu'elle ne souffre en silence. » Elle ne laissait pas sa famille savoir ce qui se passait vraiment, et il n'entrait pas vraiment dans les détails. Mais la façon dont ils l'ont décrite suggère qu'elle cherchait peut-être à obtenir de l'aide discrètement, peut-être même avec prudence. Comme beaucoup en relations difficiles, Eric, est-ce vrai? Est-ce difficile pour les gens d'obtenir l'aide dont ils ont besoin pour sortir d'une relation potentiellement abusive ou dangereuse? Jesse Weber, je l'ai vu encore et encore, malheureusement. À quel point il peut être difficile pour certaines de ces personnes de quitter ces relations abusives, vous savez. Elles ont souvent peur et redoutent leur agresseur, et ce qui pourrait arriver si elles essaient de partir et n'y parviennent pas. De plus, il existe souvent un cycle de violence domestique où l'agresseur frappe, apaise, puis recommence. Or, parfois, il existe aussi des obstacles économiques et une certaine dépendance qui peuvent réapparaître. Donc, il y a de nombreuses raisons pour lesquelles il est si difficile pour ces personnes de sortir de ces relations, même lorsqu'elles le souhaitent. Et la partie cachée, non? Sa sœur a dit à la famille AZ, je cite, « Personne ne veut dire que quelqu'un qui a dit l'aimer lui fait du mal. » C'est une vraie déclaration maintenant d'un point de vue juridique. Eric, ce n'est pas une preuve venant des enquêteurs à proprement parler. Ce n'est pas quelque chose qui a été documenté par la police. C'est la perception de la famille sur ce qui aurait pu se passer à huis clos. Est-ce une preuve présentée au procès? Témoignerait-il à ce sujet? Est-ce aussi spéculatif? Quelle est son importance dans le cadre de l'enquête? Eh bien, vous savez, la famille peut témoigner de ses observations sur la nature de la relation, sur la façon dont la relation a pu évoluer au fil du temps. Ce type de situation, comme procureur en cas de violence domestique, vous menez toujours une enquête approfondie. Y a-t-il eu des abus ou des actes antérieurs? Et la situation s'est-elle aggravée? Parce que c'est souvent ainsi que ces affaires de violence domestique se déroulent. Et s'il y a eu des incidents antérieurs, des appels précédents à la police, des demandes d'aide antérieures, des observations antérieures d'échymose ou de syndrome ressemblant au stress post-traumatique, toutes ces choses sont potentiellement prises en compte. À la phase du procès devant le jury. Et pour revenir à quelque chose, eh bien, est-ce que c'est ce genre d'affaires? Tout cela repose sur leurs déclarations, souvenirs et compréhension des événements. Mais ce type d'affaires attire-t-il tant d'attention qu'ils étudient désormais l'idée des refuges et du système de loterie? Sont-ils vraiment enquêtés? Y a-t-il une liste d'attente? Est-ce quelque chose qui serait exploré? Oui, ça devrait vraiment l'être, surtout au Colorado où je pratique.
Il existe de nombreuses ressources pour les personnes qui vivent cela. Et parfois, il est difficile d'obtenir un lit dans ces endroits. Parfois, il y a simplement des opportunités limitées dans ce sens. Et donc, je pense qu'il est important de se demander, est-ce qu'on donne à nos communautés les outils dont elles ont besoin pour se protéger, pour sortir de ces relations en toute sécurité, pour que personne ne reste coincé, que Dieu nous préserve qu'une telle chose arrive, même en théorie. Je dois parler du passé criminel parce que c'est un autre élément de l'histoire qui, apparemment, n'est ressorti qu'après la mort de Paxton. C'est quelque chose que sa famille dit avoir effectivement su, du moins dans les grandes lignes, mais nous allons entrer un peu plus dans les détails ici. Parce qu'il savait que Jeffrey Ryal avait un passé criminel, il ne pensait tout simplement pas que cela irait aussi loin. Mais lorsqu'on révèle réellement le contenu de son casier, sans savoir s'il connaissait les détails, on commence à voir un schéma se dessiner. D'accord? Parce que, selon les dossiers du tribunal, sa toute première affaire majeure remonte à 2012 dans le comté de Maricopa, en Arizona. Et ce n'était pas quelque chose de petit ou de vague. Les chefs d'accusation inscrits au dossier étaient pour voie de fait aggravé à plusieurs reprises. Voilà, une accusation a mené à une condamnation, les autres ont été abandonnés durant la procédure. Plus de 10 ans avant de connaître Paxton, il avait déjà un crime violent à son casier judiciaire. 10 ans plus tard, en 2022, il fait face à une nouvelle affaire criminelle en Arizona avec plusieurs chefs d'accusation. Le souci, ce sont les détails des accusations, qui ne figurent pas dans le registre du tribunal. Nous savons qu'un chef d'accusation a mené à une condamnation en janvier 2023, les autres ont été abandonnés. Eric, quand tu regardes en quelque chose comme ça, premièrement, comment cela entre-t-il en ligne de compte dans l'affaire actuelle, d'accord? Et deuxièmement, dans quelle mesure cela compte-t-il lorsqu'on évalue le risque dans une nouvelle relation? Donc tu parles de deux choses ici, n'est-ce pas? Tu parles d'abord de comment cela entre en compte légalement dans l'affaire, et ensuite du point B. En tant que personne ayant de l'expérience dans ce domaine, est-ce quelque chose que tu as déjà vu? Est-ce que c'est le cas? Est-ce que cela entre en compte dans l'évaluation du risque dans une nouvelle relation? Bien sûr, ce qui ressort clairement du dossier, c'est que cet accusé avait des antécédents de violence. Dans son passé, il a eu des comportements violents, ce qui, selon le procureur, est aggravant, n'est-ce pas? Ce n'est pas venu de nulle part ni un simple hasard. Quand cet homme avait 47 ans, quelque chose qui apparemment faisait déjà partie de son passé. Cela peut ainsi inciter les procureurs à traiter l'affaire avec encore plus de sérieux, surtout pour la gestion d'une relation. Mon Dieu, vous savez, souvent, ces personnes ne sont peut-être pas au courant de ces informations. Il n'est pas toujours simple de trouver le casier judiciaire de quelqu'un datant de 2012, sauf si vous êtes un professionnel du domaine. Et donc, quand vous avez une jeune femme innocente qui cherche simplement l'amour, vous savez, ce n'est peut-être pas la première chose à laquelle elle pense. Elle pourrait même ne pas avoir accès à ces informations. Cela ressortirait lors de son procès. Si A, il est reconnu coupable, et pendant la sentence, j'imagine, ou B, s'il devait témoigner à la barre, ne pourrait-il pas être confronté à ses antécédents criminels? Cela pourrait être introduit de plusieurs façons. Donc, si l'acte antérieur était de nature très similaire, par exemple, s'il s'agissait aussi de violence domestique, s'il avait également utilisé une arme. Si c'est assez similaire, le procureur pourrait tenter de l'introduire comme acte antérieur au procès. Cependant, je trouve cela peu probable. S'il témoigne et dit, par exemple, je suis un gars pacifique, je ne le ferai pas faire ça. Ce n'est pas dans ma nature ou quelque chose comme ça. Il dirait, eh bien, attendez une seconde. Et en 2012, regardez ce dossier du tribunal. Nous avons ici une accusation de voie de fait aggravé, un crime. Madame, enfin, cela pourrait certainement être pris en compte lors de la phase de condamnation. Le juge veut savoir non seulement ce qui s'est passé dans cette affaire, mais aussi les antécédents criminels de la personne et le type de risque qu'elle pourrait représenter à l'avenir. S'il existait une chance d'être libéré, ce qui paraît sombre actuellement. Au fait, juste un petit point de vue juridique, il serait difficile de l'intégrer dans le dossier principal de l'accusation dans le cadre de cette loi. C'était en 2012. C'est si loin, ça remonte à longtemps, non? C'est une des difficultés, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. C'est très ancien. Si le schéma était plus proche dans le temps de l'incident, il serait plus facile d'essayer de convaincre un juge de l'accepter, mais la probabilité est faible. Oui, celle de 2022 peut-être, 2023, mais voici un autre point que je voulais aborder avec toi. Évidemment, cette affaire est profondément choquante en soi. Le problème, c'est qu'il semble aussi s'inscrire dans un schéma plus large que les experts observent à travers le pays. Selon le Conseil de la justice pénale, les infractions violentes augmentent à Phoenix et dans d'autres grandes villes américaines. Elles ont en réalité diminué au premier semestre de cette année par rapport à la même période en 2024. Exception notable, la violence domestique.
Contrairement à d'autres crimes violents, les cas de violence conjugale ont augmenté d'environ 3%. Es-tu surpris par cette statistique, que l'on constate une augmentation d'environ 3%? C'est certainement inquiétant. Jesse, ce n'est pas la direction dans laquelle nous devons aller en tant que société avec ça. Et tu sais, quand tu compares une affaire de violence domestique à une bagarre de bar ou quelque chose comme ça, dans le contexte de la violence domestique, cela peut être cyclique et répétitif. Cela se répète souvent, alors qu'une agression dans un bar liée à un désaccord est généralement un cas isolé. Donc, rien que par la nature même de ce contexte de violence domestique, il est logique qu'il y ait un risque que la tendance augmente et que cela se produise plus fréquemment, encore et encore, jusqu'à ce que nous atteignions ce niveau de létalité, ce qui est quelque chose sur lequel, en tant que société, nous devons essayer d'intervenir. La seule chose. Et je ne peux pas l'affirmer avec certitude parce que je n'ai pas mené l'étude, je ne connais pas beaucoup de statistiques, beaucoup d'aspects de cette étude. Je suppose qu'un point positif pourrait être que s'ils disent qu'il y a une augmentation de la violence domestique, ce qui est horrible. Le point positif pourrait être autre chose. Plus de personnes le signalent. Un problème est que ce n'est pas signalé et que les gens souffrent en silence sans en parler. La hausse des statistiques vient du nombre accru de signalements, ce qui est positif. Est-ce bien ainsi qu'il faut voir les choses? Cela pourrait très bien être un facteur qui contribue aux statistiques que nous voyons. Parce que, comme vous l'avez dit, cela se passe à huis clos. Souvent, les gens en ont honte. Ils ne veulent pas dire à leur famille qu'ils sont victimes d'un proche. Ils ne veulent pas en parler dans la communauté. Ils veulent éviter la critique, le ridicule ou un contre-interrogatoire difficile au procès. C'est un processus pénible pour quiconque témoigne, mais l'augmentation des témoignages reste la seule façon d'évaluer la nature et la gravité du problème, puis de chercher des solutions pour le résoudre. Écoutez, permettez-moi de conclure sur ce point alors que la famille de Paxton continue de faire face à cette tragédie. Une cagnotte GoFundMe a été créée pour couvrir les frais funéraires et autres dépenses que nous souhaitons partager. Et voici comment ils décrivent Paxton dans cette citation de la cagnotte GoFundMe. Ils la décrivent comme quelqu'un d'incroyablement brillante, altruiste et belle. Paxton était résiliente et avait tant de rêves inachevés. Il ne fait aucun doute qu'elle s'est battue pour sa vie. Il est impensable que quelqu'un que nous avons laissé entrer dans notre maison et notre famille ait pu nous enlever une personne aussi précieuse. Il avait promis de la protéger, mais après des années de violence domestique, il lui a ôté la vie. Il a été arrêté et nous resterons unis pour qu'il réponde de ce crime. En tant que famille, nous vous remercions pour vos prières, votre soutien et votre aide continue. Éric Vatis, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci vraiment. Être avec vous. Et c'est tout ce que nous avons pour vous pour l'instant, ici sur Sidebar. Merci beaucoup à tous de nous avoir rejoints. Abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou où vous écoutez vos podcasts. Suivez-moi sur X ou Instagram. Je suis GC Weber, à bientôt.